Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF, visitez son site Internet. Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire du Canada français. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le Centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qu'il met en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications, afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée « À quoi rêvent les archives littéraires à l'ère du numérique ?» que le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, le CRCCF, est fort heureux de présenter, car les nouvelles technologies posent tout un défi, tant pour la préservation des archives que pour les chercheurs qui y trouvent de quoi mieux comprendre leur objet d'étude. Comme vous le savez sans doute, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche portant sur la francophonie au Canada, fondé en 1958 comme centre de recherche sur la littérature canadienne-française. Il a par la suite étendu son champ d'études à l'ensemble des disciplines touchant à la vie des francophones. Dès sa création, le CRCCF a hébergé des documents d'archives, notamment ceux appartenant à l'un de ses fondateurs, Paul Wyszynski, documents qui avaient trait surtout à l'École littéraire de Montréal et à Émile Lévican. Depuis, la collection s'est beaucoup enrichie et diversifiée. Au fil du temps, le CRCCF est devenu l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, centre d'archives francophones en contexte minoritaire au Canada. Le CRCCF conserve présentement 610 fonds d'archives, qui contiennent plus de 3000 mètres linéaires de documents textuels, plus de 2 millions de photographies, plus de 15 000 heures d'enregistrement audiovisuel et sonore, plus de 4200 objets et œuvres d'art, différentes collections de brochures, de manuels scolaires et de périodiques, en plus d'une centaine de milliers de documents électroniques. La valeur totale de la collection du CRCCF, bien qu'approximative et difficilement mesurable, tourne autour de 2,5 millions de dollars. De ces fonds, un grand nombre concerne la littérature, que ce soit parce qu'ils sont des fonds d'auteurs et d'autrices, des fonds éditoriaux ou des fonds de critiques littéraires ou de chercheurs et chercheuses. Avec l'arrivée de l'ordinateur dans la vie courante, la création et la préservation de documents d'archives s'est transformée radicalement. J'ai très hâte d'entendre nos invités nous parler des enjeux qui en découlent. Cette table ronde est animée par Christine Dupuis, responsable des archives au CRCCF depuis janvier 2022, notre toute récente embauche. Elle était précédemment archiviste au Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson de l'Université de Moncton. Passionnée d'histoire acadienne contemporaine, elle détient un baccalauréat SR avec spécialisation en histoire de l'Université de Moncton. Après des études en archivistique à l'Université Laval, elle a entrepris et complète actuellement une maîtrise en administration publique à l'Université de Moncton. Ses intérêts sont en lien avec la représentation des minorités dans les archives. Elle est notamment une des fondatrices du groupe de recherche sur les archives et les femmes en Acadie de l'Université de Moncton. Christine Dupuis est également évaluatrice au Conseil national d'évaluation des archives et siège au conseil d'administration de cet organisme. Christine, à toi la parole. Merci beaucoup, Lucie. Il me fait plaisir ce soir de vous accueillir virtuellement à cette table ronde sur les archives littéraires à l'ère du numérique. Quelques petits points d'information avant de débuter. Si la conférence est enregistrée, donc si vous voulez éteindre vos micros pour éviter les bruits de fond, ce serait très apprécié. Aussi, si vous avez des questions à n'importe quel moment pendant les interventions, vous pouvez poser vos questions dans la section clavardage de la réunion Teams. On y reviendra à la période de questions à la fin. Puis à ce moment-là, si vous voulez poser aussi vos questions de vive voix, il nous fera plaisir de vous entendre les poser. Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos 3 panélistes ce soir. Donc, premièrement, Ghislain Thibault. Ghislain est titulaire d'une maîtrise
en sciences de l'information de l'École de bibliothéconomie des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Depuis 2007, il agit à titre d'archiviste des systèmes au Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Bienvenue, Ghislain. Deuxièmement, Sophie Marcotte est professeure titulaire au département d'études françaises de l'Université Concordia, où elle enseigne surtout la littérature québécoise. Elle est également directrice de l'antenne Concordia de Figura, le centre de recherche sur les textes et l'imaginaire. Elle a mené, cependant, pendant plusieurs années, un projet d'édition électronique des manuscrits des archives de l'auteur Gabriel Roy. Elle est par ailleurs co-chercheure au sein du projet de partenariat Littérature québécoise mobile, projet du CRSH, où elle travaille avec René Audet, Mélodie Simard-Oud et Bertrand Gervais à l'élaboration d'une histoire des pratiques littéraires numériques au Québec. Ses plus récentes publications et conférences portent sur l'imaginaire du numérique dans la littérature contemporaine. Merci Sophie d'avoir accepté notre invitation. Et M. Bertrand Gervais, qui est professeur titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, est le titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, ainsi que le directeur de NT2, créé en 2004. Il est le chercheur principal du partenariat CRSH Littérature québécoise mobile, un projet qui s'étend de 2019 à 2024. Il a fondé et dirigé Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire de 1999 à 2015. Il est le directeur adjoint de la revue savante Capture, Figures, théorie et pratique de l'imaginaire. En 2018, il a reçu le prix d'excellence pour l'informatique dans les arts et les sciences humaines de la Société canadienne des humanités numériques. Il a été élu à l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada. Il mène des recherches sur les théories de l'imaginaire, sur le contemporain et sur le numérique. Bienvenue, Bertrand. Donc, avant de commencer la première question, peut-être d'entrée de jeu pour les participants qui ne sont pas très familiers avec les archives littéraires et le numérique. On a vu émerger au cours des dernières décennies des technologies qui viennent influencer nos activités quotidiennes. Cette émergence a eu un grand impact sur la production de documents et d'archives, ainsi que sur leur traitement, leur conservation et leur utilisation. Ce soir, dans le cadre de cette table ronde, nous aborderons spécifiquement les archives littéraires, puis on a vu qu'on a des très bons spécialistes parmi nous. Lorsqu'on pense aux archives littéraires, on a souvent l'impression que ce sont surtout des manuscrits. Mais il faut comprendre que les archives littéraires comprennent aussi tout le matériel qui a mené à l'œuvre, les différentes ébauches, les versions annotées, les cahiers de notes ou d'écriture contenant les premiers jets. Ce soir, nous verrons comment le numérique influence la production, la conservation et l'utilisation des documents d'archives littéraires dans le contexte du Canada francophone. D'entrée de jeu, j'aimerais poser une première question à nos trois panélistes. Quels sont les impacts du passage du numérique pour les archives littéraires? Comment ceux-ci changent-ils le travail des auteurs, des chercheurs et des archivistes? Donc, si on veut commencer, peut-être, Ghislain, si du côté des archives, comment ça s'inscrit dans ton travail? Bien, en soi, le concept d'archives littéraires numériques s'applique encore mal aux archives du CRCCF. Si nous entendons littérature numérique comme désignant toute forme de narrative ou de poétique qui utilise les caractéristiques spécifiques d'un dispositif informatique, aucune des autrices ou des auteurs conservés au centre pratique ce type de littérature. En fait, l'ensemble des créateurs littéraires ont poursuivi ou poursuivent encore leur carrière dans le domaine de l'imprimé, du livre. À ce point, dans ces méthodes et pratiques de conservation, des documents numériques, le centre privilégie une approche comparable à celui d'un artefact, face à l'objet numérique, c'est-à-dire de conserver les caractéristiques qui composent l'objet numérique afin d'en préserver son intégrité pour les générations futures. C'est le premier degré de conservation numérique. Nous considérons qu'il y a une correspondance entre le fichier comme contenant et le contenant comme document.
En principe, cette correspondance devrait suffire à ce stade pour les archives numériques. Nous en sommes toujours à des documents numériques des premières générations, où algorithmes et formats sont relativement simples. Même pour un fond où œuvres et correspondances sont nées numériques, comme pour l'auteur de science-fiction Jean-Louis Trudel, les différents manuscrits font l'objet d'impressions. Nos efforts de préservation se limitent donc à une gestion d'octets et de débit. Cependant, cette approche que je qualifierais de passive simule une tension inhérente à la conservation du numérique, soit une volonté de consulter les ressources électroniques individuelles sans prendre en considération l'ensemble des données électroniques. Jusqu'à maintenant, une gestion d'octets et de débit au niveau des fonds d'individus permettait la poursuite des activités usuelles des archivistes, soit stocker, ordonner, arranger, décrire et éventuellement fournir à l'usager une copie. Or, au-delà des archives littéraires, la masse des données électroniques qu'entrepose le centre est en nette croissance. L'approche du numérique comme artefact ou le support, par exemple la disquette 3 pouces et quart, et du manque coté et son contenu versé sur le serveur ne permet pas une conservation, dis-je, optimale des archives numériques, qu'elles soient du domaine littéraire ou autre. Dans les dernières semaines, j'ai sondé l'accès à certaines ressources électroniques de fonds littéraires. Pour un fonds comme Jean-Louis Trudel que je mentionnais, où les ressources demeurent entièrement accessibles en utilisant Notepad++, il faut dire en passant que les textes littéraires de Jean-Louis Trudel sont composés et balisés en langage texte, qui est un langage qui est utilisé depuis plusieurs décennies et qui permet donc de pouvoir non seulement baliser le texte, mais aussi pour pouvoir le rendre déjà disponible à l'impression. D'autres, par contre, étaient illisibles pour les questions de format et d'encodage, et ce, dès leur versement au centre. Je vais y revenir plus tard. Dans le monde hybride entre imprimé et le numérique dans lequel s'inscrit le centre jusqu'à maintenant, cette perte d'information est probablement palliée par l'imprimé. Il n'en demeure pas moins qu'un changement de méthode et de pratique de conservation s'impose. Donc, à la question « À quoi rêvent les archives littéraires à l'ère du numérique ?» je répondrai que pour l'heure, l'archiviste souhaite avoir une meilleure compréhension de la nature même du numérique. À la lecture du livre Geek Sublime, The Beauty of Code, The Code of Beauty de Vikram Chandra, j'ai enfin compris comment un ordinateur fonctionne. Quelle est la différence entre analogue et digital? Je ne suis pas encore prêt à vous l'expliquer, mais grâce à Vikram Chandra, je sais comment le code articule une série de commandes à un morceau de métal fait de silicone et de plastique animé par l'électricité. Que ce code, ce langage formel crée des programmes qui ne sont pas que des algorithmes comme concept, ce sont des algorithmes en mouvement. Le code est particulièrement cinétique. Il agit et interagit avec lui-même et avec le monde. Dans ce code, le mental et le matériel ne font qu'un. Le code se déplace, il change le monde. Donc, dans l'approche du centre face aux archives numériques, particulièrement les archives littéraires, l'équation entre le fichier comme contenant et le contenant comme document prépare mal l'avenir. Clifford Lynch décrit notre ère comme l'ère de l'algorithme. Les méthodes actuelles de préservation doivent penser l'objet numérique en termes de, non pas en termes de bits et de débit, mais bien en termes de performance. Que l'objet numérique puisse reproduire les intentions du départ de son créateur. Si nous pensons la littérature numérique comme désignant toute forme de narrative ou de poétique qui utilise les caractéristiques spécifiques d'un dispositif informatique, il reviendra aux archivistes, dis-je, et aux autres disciplines de créer des systèmes capables de reproduire ces performances. À cet égard, il faut noter l'émergence de Computational Archive Science, soit un mélange entre les sciences archivistiques et les sciences informatiques, qui se définirait comme un champ interdisciplinaire où s'appliquent les méthodes et les ressources informatiques à un grand volume d'archives afin de les traiter, les analyser, les entreposer et les rendre accessibles. Désolée, j'avais éteint mon micro. Donc, merci Ghislaine. Très intéressant cette perception archivistique des archives littéraires, puis comment ça s'inscrit directement dans le quotidien du CRCCF. On va y revenir plus tard. Donc, Sophie, est-ce que tu voudrais nous présenter ton... Oui, bien en fait, j'ai bien allumé mon micro. Bon.
je pensais pas devoir préparer un texte. Je pensais vous parler un peu librement de mes réactions par rapport à cette question-là. Surtout en quoi ça change le travail peut-être des chercheurs, le point de vue de la chercheure que je suis, qui a longtemps travaillé notamment dans le domaine des études génétiques et en édition critique. C'est certain que du point de vue des études génétiques qui s'attachent à étudier à étudier, comment dire, le parcours de création depuis les tout premiers balbutiements jusqu'à l'œuvre publiée. Dans cette optique-là, ça change énormément là, la prolifération du numérique pour la perspective du chercheur en génétique parce qu'on aura de moins en moins d'objets, si on veut, matériels. Puis pour le chercheur en génétique ou encore en édition critique, la matérialité de l'objet, d'archives est quand même très, très importante. Donc, on perd cette matérialité-là. C'est certain que tout ça est transféré en code binaire, là, quelque part, sur des disquettes, sur des disques durs, mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y avait un grand pan des études génétiques qui consistait, par exemple, à dater des versions par rapport à l'écriture. On se disait, bon, ben, est-ce que cette version-là vient avant celle-ci parce que, bon, l'écriture, par exemple, pour Gabrielle Roy, vers la fin de sa vie, elle était malade, elle tremblait quand elle écrivait, puis on savait, quand on étudiait les manuscrits, que les manuscrits où l'écriture devenait plus chambranlante, ben, c'était des manuscrits qu'il fallait associer à la fin, finalement, de sa vie. Donc, toute cette dimension-là, on la perd d'une certaine façon quand on passe au numérique parce que les études génétiques sont envisagées vraiment différemment. Mais en contrepartie, on gagne quand même, comment dire, en efficacité, dans la mesure où, à partir du moment où, comme on l'a fait avec le projet d'édition électronique de certains manuscrits de Gabrielle Roy, à partir du moment où on propose une édition génétique d'une œuvre, bien, on est capable de générer les variantes automatiquement. On est capable de faire tout un travail préliminaire à l'étude génétique, à une étude thématique, génétique, symbolique, bon, etc. On est capable de faire, grâce à l'outil électronique, on est capable de faire une grande partie du travail préliminaire beaucoup plus rapidement, alors que de relever 1500, 2000, 10 000, 15 000 variantes entre des états de texte, ça se faisait sur plusieurs années auparavant. Donc, il y a comme une perte, puis en même temps, il y a un gain, bien entendu. C'est certain aussi que je m'interroge à savoir, est-ce que les auteurs, les autrices conservent autant d'états préliminaires qu'avant? Parce que moi-même, si j'observe ma propre pratique, quand j'écris, ben, j'ai tendance à travailler dans le même fichier puis à retenir, à avoir peut-être à la fin 3 versions d'un texte, alors qu'il y a probablement eu 10, 15 versions différentes. Alors, comment envisager les études génétiques désormais dans ce contexte-là où on sait qu'on aura moins de versions préliminaires, on n'aura pas accès à tout finalement, on va avoir un dossier probablement beaucoup moins exhaustif. Donc voilà, mais moi, je n'ai pas du tout le point de vue de l'archiviste, j'ai vraiment le point de vue de la chercheure, mais pour moi, c'est ça, c'est vraiment, j'en parle vraiment en termes de perte et finalement de gain pour d'autres aspects de la recherche. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a d'autres questions. Là. On va y revenir aussi. C'est très intéressant cette différente perspective là, entre l'archiviste et le chercheur. Monsieur Gervais, on va continuer avec vous dans cette lancée-là, si vous avez quelque chose à contribuer. Est-ce que j'ai quelque chose à contribuer? Je pense pour moi, la question, elle est là parce que si Sophie déplace la question du côté du chercheur et de la spécialiste en édition critique, notamment de Gabrielle Roy, moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience en tant qu'au niveau d'équipe d'édition critique. Je suis là surtout, mais je vais plutôt prendre la parole comme chercheur, comme spécialiste de textualité numérique et de culture numérique.
Et de même que comme écrivain, puisque là, dans ce sens-là, je porte au moins 2 chapeaux, dont celui de l'écrivain, et qui peut, d'une certaine façon, répondre à Sophie en disant, oui, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, et les pratiques ont beaucoup changé. Sur le plan de l'édition critique, quand je faisais mon doctorat, j'ai fait partie quand même du projet d'édition critique d'Hubert Aquin, donc ce qu'on appelait à l'époque l'EDAC, où moi j'étais avec Gilles Terrien en charge de l'édition critique de l'Antiphonaire. Et donc, je connais bien tout le travail impliqué avec la valorisation de l'avant-texte du roman complété, avec donc le travail sur les tapuscrits, sur les manuscrits, les tapuscrits, les avant-textes, les variantes. Bon, je connais tout ce travail-là. Bon, je n'ai pas fait ma thèse. En fait, j'ai arrêté vers la fin parce que j'avais mon doctorat fini, puis Gilles Terrien voulait faire sortir l'édition critique de l'Antiphonaire plus rapidement que ce que moi j'avais le temps de faire comme étudiant. Donc, j'ai un peu arrêté, mais donc j'ai quand même une bonne connaissance des enjeux, sans avoir été quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Par contre, là, ce qui est clair, donc dans ce sens-là, j'ai peu de choses à dire. Je pense que c'est vraiment Sophie qui va pouvoir éclairer vos lanternes sur cette question-là, au moins du rapport entre l'édition critique, la valorisation des textes par le biais, par exemple, du TEI, du Text Encoding Initiatives, et la façon dont on peut valoriser par le web via des projets, des avant-textes et tout un travail de transformation du texte. Donc, comme écrivain, je peux quand même témoigner. Donc, j'ai quand même un certain nombre de romans sous mon titre, sous mon nom. Je ne sais plus comment le dire. J'ai commis un certain nombre de romans, plus par plaisir que pour le travail, parce que je suis pas vraiment, je ne suis pas à l'université comme praticien de la création littéraire, mais plutôt comme sémiologue. Mais quand même, donc, j'ai beaucoup travaillé comme écrivain. Et ce qui était clair, c'est que si auparavant, avant que commence l'informatisation massive des lettres, donc prenons Macintosh 1982, je pense le premier Macintosh, 82-83, c'était clair que tous mes textes étaient écrits à la main, il y avait des ratures, même moi, maintenant, je les regarde et je suis incapable de me relire. Et il y avait donc la construction d'un ensemble très romantique d'ailleurs, d'un ensemble de feuillets, de carnets, de cahiers, d'écritures. Évidemment, tout ça avec le web, avec l'informatique, tout ça a complètement disparu. Moi, j'ai commencé à travailler rapidement à l'ordinateur. J'ai écrit même un essai sur la question, ça s'intitule « Un défaut de fabrication ». Je suis un foutu gaucher contrarié devant écrire de la main droite et il est clair que quand est apparu l'ordinateur avec sa souris, je pouvais bel et bien écrire de la main gauche à l'ordinateur quand mes papiers étaient écrits de la main droite. Donc, pour moi, le passage à l'informatique et à l'ordinateur au clavier, donc le clavier à la souris, a donc été très, très, très rapide pour des raisons évidentes. D'ailleurs, vous allez rire parce que je vais vous montrer un peu. Je vais préparer quelques images, en fait, pour au moins vous donner une idée de ce dont je parle. J'ai essayé de répondre à la question « À quoi rêvent les archives littéraires ?» D'ailleurs, j'ai répondu à des moutons numériques, qui est une blague, bien sûr, sur le roman de Philip K. Dick, « What do Android dreams of electric sheep ?» Donc, les androïdes rêvent de moutons électriques, mais on est passé au mouton numérique quand même, c'est déjà une étape additionnelle. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ceci ressemble à mon écriture quand j'écrivais à la main. Alors, donc, beau carnet. Alors, même moi, j'ai de la difficulté à m'écrire. Je les ai conservés un peu par romantisme, puisque j'étais incapable de me débarrasser de ces premiers écrits. C'est le moment où j'apprenais à écrire, donc pas au sens, bien sûr, littéral, mais littéraire du terme, donc à m'exprimer par des mots, plutôt que simplement savoir écrire, bien sûr, en français standard. Et encore. Autre exemple, vous allez voir, c'est assez amusant parce que comme en plus j'haïssais le cahier, j'écrivais à l'endroit sur la page droite et à l'envers sur la page gauche, de façon à éviter la reliure qui, bien sûr, me forçait à raccourcir mes lignes. Et donc, ça vous donne une idée que si j'avais à travailler moi-même, à valoriser ça, je serais obligé, je mettais un étudiant ou un prof, ne sachant pas trop quoi faire de son temps, décide de travailler sur mes avant-textes. Il y aurait un problème, évidemment, un peu de ce que décrivait Sophie, donc déchiffrement, mise
mise en place de protocoles, travail sur la calligraphie, et ainsi de suite. Et bien sûr, donc à partir du moment où, là, je vais vous donner un autre exemple, où là, on travaille à l'informatique, bien voici, ça c'est le document, les failles. Donc, tout est, bien sûr, tout a été écrit à la machine à écrire. J'ai mon dossier divers, le dossier texte, le dossier texte finaux, le dossier iconographie, parce qu'il y a une vaste iconographie dans les failles, puisque ça tourne autour du modulaire de Le Corbusier. Et donc, on trouve en fait, évidemment, tous les textes. Bien sûr, la page couverture, la première version de la page couverture qui dépend d'une photo qui a été traitée, mais j'ai la photo parce que c'est moi qui avais pris la photo. C'est moi qui avais pris la photo. J'ai commencé à la travailler avec une amie, une graphiste, puis après ça, le graphiste de XYZ s'est emparé, a fait quelque chose d'autre. Bon, comme ça, il y avait un travail d'élaboration dont j'ai les traces, bien sûr, sur mon ordinateur. Et puis, ça vous donne une idée de, par exemple, c'est le chapitre 2 des failles. Donc, on voit très bien que dans cette version, alors, combien de versions précèdent cette version-ci qui est définie comme, qui est décrite comme, je trouvais ça comme texte final, mais qui, bien sûr, a dû donner. D'abord, il y a eu le jeu d'épreuve, il y a eu la correction, et ainsi de suite. Là, mais, donc, on voit très bien que il n'y a aucune marque de correction qui a été conservée. J'ai dû écraser l'ensemble des versions préliminaires. Et donc, ce dont on parlait tantôt, notamment avec Sophie, par la force des choses, n'existe plus. C'est-à-dire que même moi, bon, évidemment, on peut, avec Microsoft Word, faire ressortir l'ensemble des avant-textes. On peut facilement voir l'ensemble, les corrections, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est plus la même technique, ce n'est plus la même, c'est pas du tout la même technologie d'écriture et donc de lecture et donc d'analyse, et ce n'est pas non plus la même façon de concevoir le texte, qui lui se donne beaucoup plus dans sa fluidité. Je me souviens de la notion de fluid text qui était apparue à la fin des années 90 pour rendre compte de la distinction entre la textualité telle qu'elle apparaissait de façon traditionnelle dans le livre, dans le journal, les journaux, les revues, et ainsi de suite, et puis le livre ou le texte tel qu'on le retrouvait, on le retrouve maintenant bien sûr sur ordinateur et présent sur le réseau Internet. Et bien, par la force des choses, le texte connaît en fait le passage d'un état solide à un état fluide qui permet à chaque fois toutes les transformations. Sauf que comme tout liquide, évidemment, l'état X ne permet pas de déterminer ou d'avoir accès aux états antérieurs à l'état X. Alors voilà, donc peut-être pour répondre à cette première question et puis peut-être faire suite à ce que Sophie racontait. Oui, ça complète bien ce que Sophie disait. Ça nous donne aussi le point de vue d'un écrivain là, par rapport à ce passage-là vers le numérique. On voit bien la différence entre les versions à l'étape manuscrite vers le numérique avec une version quasi complète. Pour les écrivains, ce passage-là, on a vu l'exemple de M. Gervais, mais il y a des effets sur leur œuvre, sur leur manière de créer. Est-ce que ce passage au numérique permet aux auteurs de créer différemment, d'écrire différemment? Est-ce que leur processus est le même? Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous avez été un peu... on vous a présenté ce genre de distinction-là dans vos travaux. Peut-être, Sophie, là, en premier, si ça a un grand impact sur la création pour l'auteur, ce passage-là vers le numérique. Bien, sans doute oui, mais en même temps, je répondrai à la première partie de la question qui était, je pense, quels effets le passage numérique, du manuscrit au numérique pose-t-il sur les œuvres? Puis on peut envisager la question différemment aussi, c'est-à-dire que quand on choisit de faire passer des manuscrits, qu'on les mène vers le numérique, ça aussi, ça a des impacts très, très importants sur la manière dont, non seulement dont on va lire l'œuvre, mais sur notre compréhension de l'œuvre en question, parce que d'une certaine façon, si on fait passer une œuvre des manuscrits au numérique, on en propose une sorte de reconfiguration. On a une œuvre au départ, peut-être une œuvre canonique de laquelle on peut avoir une conception assez linéaire ou chronologique, disons, de laquelle on va dégager certains massifs, certaines configurations peut-être, là. Puis quand on fait passer tout ça au numérique, bien,
bien, c'est certain qu'on ne va pas nécessairement éditer sur support électronique l'œuvre canonique dans un premier temps. On va essayer de compléter l'œuvre canonique en publiant des textes inédits, en publiant des archives, en publiant des manuscrits, ce qui fait en sorte qu'on va proposer à un lecteur qui entrerait dans l'œuvre par cette porte-là, par la porte du numérique, bien, on va lui proposer une œuvre qui est forcément différente, puis une œuvre sur laquelle il ne posera pas le même regard critique. Si je reprends l'exemple de Gabriel Leroy, parce que j'ai travaillé plusieurs années à ce projet-là, bien, c'est clair que si on publie, si on a décidé de publier, par exemple, des nouvelles qui ont été préparatoires à La rivière sans repos, un roman publié au début des années 70, mais c'est certain qu'un lecteur qui arrive sur le site en disant « Ah oui, mais des nouvelles inédites de Gabriel Leroy », ce lecteur-là peut considérer que ça fait partie de l'œuvre de Gabriel Leroy avec un grand O, si on veut, alors que pour Gabriel Leroy, c'était des textes qu'elle avait écartés elle-même et qu'elle ne voulait pas nécessairement voir publiés. Donc, ça propose ça suscite un regard différent forcément sur l'œuvre parce qu'on donne accès aux coulisses de l'œuvre. Ça, c'est une expression qui revient souvent dans les études génétiques. Puis l'autre élément qui, à mon sens, est très important, c'est qu'en rendant disponible une œuvre sur le web, on la fait cohabiter avec tout un espace critique avec lequel l'œuvre ne cohabitait pas de façon aussi instantanée avant. Je reviens à mon exemple d'Hyperroi, du site d'édition électronique de Gabriel Leroy. Bien, il y a des textes qui sont proposés en édition électronique, mais il y a aussi toute une bibliographie critique autour de ces textes-là. Ça n'existait pas avant. Donc, ça reconfigure encore une fois notre lecture de l'œuvre parce qu'on l'accompagne de la critique. Alors, à mon sens, ça, c'est c'est vraiment un des grands changements, si on veut. Puis, on est hors des circuits d'édition aussi. Ça, au niveau institutionnel, c'est important. On est un petit peu en marge de ces circuits-là. Donc, on sort une œuvre qui faisait partie de l'institution littéraire, qui avait été accueillie par la critique d'une certaine manière. Puis là, on la redépose ailleurs, en dehors de ces circuits-là, puis on lui fait vivre une nouvelle aventure, si on veut. Donc, ça, c'est un des éléments que j'évoquerais d'emblée pour répondre à votre question. Je pourrais continuer, si vous voulez, à ce niveau-là. Parce que, en fait, la question posée, c'est vraiment la grande question. C'est la question à 1 000 $. C'est-à-dire, comment, ou 1 million, c'est le montant que vous voulez, là, mais c'est comment l'outil transforme-t-il la pratique? Parce que c'est bel et bien ce qui est au cœur de la question. Et si on le prend en termes de textualité, et non pas d'une œuvre finie, mais juste en termes de textualité, on comprend fort bien que là, on a le droit, comme vient de le dire Sophie, à un texte dont l'environnement est devenu riche en termes d'intertextualité, c'est-à-dire que le texte apparaît avec son contexte ou encore avec une multitude de contextes tout aussi aisés à lire et à comprendre que le texte initial. Donc, d'une part, on n'a pas un texte qui est isolé, comme le roman est isolé des autres textes. C'est-à-dire, le texte, il est lu à même un écran. Donc, si le texte reste comme l'édition critique, l'édition électronique de Roy, par la force des choses, donc le texte vient avec son intertexte. Le contexte reste présent parce qu'en fait, il reste à même l'écran dans l'homogénéité en fait, des fonctions informatiques qui restent les mêmes. D'autre part, il y a aussi, c'est au même niveau, il y a l'hypertextualité, c'est-à-dire le fait que d'un texte, le texte peut nous amener à d'autres textes. Donc, non seulement le contexte, il est présent en termes d'intertextualité, mais il est disponible par le biais d'une hypertextualité qui est bien sûr préprogrammée ou alors qui est facilement programmable. Ensuite, il y a aussi le fait, par exemple, en termes de textualité, bon, d'abord, il y a l'iconotextualité, hein, le fait que les pratiques textuelles maintenant ne sont plus monomodales, mais multimodales. Donc, il y a
par exemple, iconotextualité, donc des rapports texte et image. Il y a ça. D'une part, il y a aussi la fonction copier-coller. C'est quand même l'une des grandes inventions qui est la capacité qu'on a maintenant de copier 100 pages d'un texte, se l'approprier puis se le coller dans son propre texte. C'est-à-dire que donc, le déplacement, les stratégies d'appropriation sont extraordinairement facilitées par le biais d'une opération de copier-coller. Avant, pour copier du texte, on le découpait. Bon, ça allait bien quand on faisait des collages. Les Dada sont devenus les spécialistes des collages, mais on voyait très bien que la dimension, évidemment, manuelle de la chose, là, maintenant, le copier-coller est devenu automatisé. Ensuite, il y a un autre élément qui était sous-jacent à ce que Sophie disait, et c'est le rapport entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le texte est en ligne, il peut bien être privé, mais il est rapidement devenu public. Et même la distinction entre le privé et le public n'existe plus, d'une certaine façon. On est, pour reprendre le terme de Serge Tisseron, dans des rapports, quand on est sur le web, dans des rapports d'extimité. Les rapports d'extimité nous disent quoi? Nous disent qu'on ne se définit plus, non pas dans un rapport comme dans les définitions modernes du sujet, où l'intime s'oppose à l'extérieur, où le privé s'oppose au public. Là, maintenant, le privé, c'est le public. Les marqueurs d'identité sont affichés plutôt que cachés. Alors, ça donne là des formes de textualité, un rapport au texte, un rapport notamment, par exemple, aux avant-textes ou à tout ce qui consiste à tout l'ensemble des textes qui rendent compte du processus par lequel nous avons une œuvre, nous avons un texte littéraire. Eh bien, tout ça peut aussi faire partie, et peut être tout aussi publié, présent, que le reste. Et même que la distinction entre l'un et l'autre finit par être totalement... Ce n'est plus une opposition entre le privé et le public, maintenant c'est une continuité. Le privé, ce n'est que du public pas encore affiché, puis le public, c'est du privé qui vient d'être affiché. Il n'y a plus d'opposition comme il y avait une opposition auparavant. Alors, en termes d'archives littéraires, ça vient poser des questions extraordinairement importantes. Puisque là, en fait, alors là, c'est quoi l'avant-texte? Si l'avant-texte il est présent sur le réseau de la même façon que le texte est présent sur le réseau. Bon, donc tout ça, ce sont des éléments qui viennent non seulement changer les formes textuelles, la textualité du point de vue numérique, mais aussi, par la force des choses, les archives numériques. Puisque, évidemment, les archives numériques sont un ensemble complexe de formes textuelles soutenant ou alors venant en appui dans le processus de constitution d'une œuvre. À partir du moment où tout ça, c'est de la même chose, là, on a de la difficulté à distinguer ce qui est de l'ordre de l'archive de ce qui est de l'ordre de l'œuvre. Je vais un peu devancer une des questions à laquelle je voulais faire référence plus tard, mais est-ce que dans ce contexte-là, les auteurs à l'ère du numérique sont plus conscients de conserver tout ce qui a été produit autour de l'œuvre au moment de la création que ceux qui créaient de manière analogue, manuscrite précédemment? Ou c'est complètement différent parce qu'on est à une ère numérique où est-ce que tout est diffusé plus rapidement et plus facilement? Je pourrais peut-être répondre partiellement à la question. Le fond auquel je vais tout de suite penser, c'est celui de Maurice Henry, qui est vraiment un auteur de la région, qui est un auteur franco-ontarien, qui est quelqu'un qui est qui a adopté très rapidement l'informatique, probablement parce que c'est aussi un haut fonctionnaire, donc il était à même de pouvoir s'approprier ces outils-là très rapidement. Et c'est quelqu'un qui est très prolifique, il faut le dire, encore aujourd'hui, c'est quelqu'un de très prolifique. Et dans le cadre des archives que nous avons ici depuis un certain nombre d'années, son rapport aux archives est très important parce que non seulement il est prolifique, mais aussitôt que l'œuvre est publiée, on reçoit ses archives sous forme numérique et c'est important pour lui. Puis il faut dire aussi que dans le cadre du CRCCF, il y a une question de la minorité linguistique. C'est aussi une forme d'achever son statut comme étant un écrivain franco-ontarien et qui légitimise cette action-là
en versant ces archives chez nous depuis un certain nombre d'années. Je voulais revenir plus tard, mais je vais quand même en parler maintenant parce qu'on est sur le sujet. Ce qui est intéressant pour moi comme archiviste, et c'est ce que j'ai découvert dans les dernières semaines en sondant les différents fonds d'archives où on trouve des documents numériques, les différents fonds d'archives de littéraires où on trouve des documents numériques, c'est de sonder de sonder la capacité de lire encore ces documents aujourd'hui. Et puis, j'ai remarqué que c'est vraiment le rapport entre l'auteur et l'informatique qui désigne vraiment, qui nous fait mieux apprécier leur participation au niveau du numérique. Dans le cadre de Maurice Henry, c'est quelqu'un qui a commencé très tôt à rédiger ses manuscrits avec l'informatique. Et puis, dans son cas, à lui, c'est particulier parce qu'on remonte à des premières versions du Mac. Et on est dans vraiment encore une incompatibilité entre le Mac et le Windows. Et puis, pour ajouter à tout ça, c'est que d'un passage d'une génération de Mac, de système d'exploitation d'une génération de systèmes d'exploitation Mac à une autre, il faut quand même prendre ces documents-là et les rendre lisibles à la prochaine génération, ce qui n'a pas été fait par Maurice Henry. Donc, on a versé ce qu'on a pu verser sur les serveurs, donc prendre la disquette, prendre le contenu, le verser sur le serveur. On a fait ce qu'on a pu, mais certains de ces documents-là sont illisibles encore aujourd'hui. Et puis, plusieurs de ces disquettes-là, des disquettes 3/4, ne pouvaient même pas être lues, même si on avait les ordinateurs d'origine de les ordinateurs Mac d'origine de ces disquettes-là, où il avait été formaté par ces documents, par ces ordinateurs-là. Donc, la seule façon de pouvoir récupérer le contenu, et on a fait des recherches à l'époque, c'était auprès d'une firme qui pouvait prendre chacune des disquettes, transformer la disquette dans un format lisible aujourd'hui, et en plus de prendre une photo de l'étiquette de la disquette parce que c'était le seul lien du contenu intellectuel avec le contenu de 1 et de 0 qui se trouve sur la disquette. Pour ce faire, ça aurait coûté 5 $ par disquette. Et là, c'est une question de coût. Qui assume ces dépenses-là? On peut se poser la question, il n'y en a rien advenu, mais c'est intéressant de voir que le rapport est entre l'écrivain et l'informatique. Pour quelqu'un comme Poliquin qui a écrit presque la majorité de ses romans sur forme manuscrite, c'est beaucoup plus intéressant pour un archiviste, mais surtout pour le chercheur, de pouvoir consulter les archives papier. Là, on voit vraiment la naissance du texte, on voit la naissance des personnages, et souvent, et c'est ça qui est vraiment ce qui me manque le plus, c'est la marge. C'est la marge des manuscrits qui sont les plus intéressants. C'est les ratures, c'est où on rajoute des petits détails qui vont finir par nourrir les personnages et qui vont passer d'un urtext vers le texte canonique qui va être publié plus tard. Donc, il y a vraiment un rapport entre l'écrivain et l'informatique qui fait en soi. Puis, je voudrais aussi rajouter que quand je parle d'un texte, de la littérature numérique, c'est aussi ça quand on parle de l'hypertexte, quand on parle de pouvoir inclure le visuel et que l'usager interagisse avec le document, c'est quelque chose qu'on devrait être appelé à pouvoir saisir aussi dans l'archive. Donc, l'archive peut venir aussi après la création j'allais dire device, d'une façon de pouvoir consulter ces nouveaux textes littéraires créés à travers justement les possibilités de l'informatique. Est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus? Parce que je veux rebondir sur ce que M. Thibault dit. C'est vraiment intéressant, la question de la pérennité des supports. En fait, il y a plusieurs, je m'excuse, je suis vraiment dans la lumière à mon tour. À ton tour d'être nimbé de lumière. Oui, c'est ça, mais je ne peux pas être l'ange Gabriel quand même. On n'a pas tous cette chance. Non, c'est ça. Mais c'est ça, la question de la pérennité des supports est vraiment, en fait, c'est un des grands paradoxes pour moi du numérique, et pas juste pour moi, pour beaucoup de monde. Puis, on s'en rend compte comment dire, dans beaucoup de circonstances. On crée des documents numériques, on crée des sites web, on crée des sites d'édition électronique. Il faut les mettre à jour tous les ans parce que sinon, ça devient illisible pour les nouveaux furteurs.
Je ne sais pas combien de versions des parois on a eu là, avant de fossiliser récemment le site, là, mais il y a eu, je pense, 5 ou 6 versions, 5 ans, 5 versions de Drupal. Il fallait toujours l'ajuster. Alors, tu sais, ça pose vraiment problème parce que c'est un outil qui nous rend de précieux services d'un côté et qui nous permet de faire des choses merveilleuses, mais de l'autre, il faut constamment mettre à jour. Puis, autre exemple, tantôt, dans la présentation biographique, vous évoquiez le fait qu'on prépare avec Bertrand une histoire des pratiques littéraires numériques. Mais ça aussi, on a des problèmes de support dans cette entreprise-là parce qu'on essaie de retracer les toutes premières manifestations littéraires numériques au Québec, mais on n'a plus les outils nécessaires pour lire ces œuvres-là. Alors, on est en train de perdre, si on veut, une partie de l'histoire de ces objets assez singuliers qui ne datent pas d'il y a très longtemps, alors qu'on est encore capable de lire des manuscrits médiévaux. Alors, ça, c'est quand même un paradoxe, puis c'est quand même un problème, si on veut. Puis l'autre élément que je voulais évoquer, auquel j'ai pensé pendant que M. Thibault intervenait, c'est qu'il y a quand même une différence importante, puis peut-être que Bertrand aura quelque chose à ajouter là-dessus, mais en fait, certainement, il y a une différence importante entre les archives numériques d'un écrivain qui écrit des livres destinés à être publiés sur support papier et des archives numériques d'œuvres qui sont créées pour le support numérique. Et là... T'es fine de me donner la parole comme ça. Oui, c'est ça. Je voulais comme relancer la balle à Bertrand, mais on parle beaucoup donc de ce qui va rester des archives d'écrivains qui écrivent, comme les romans qui sont publiés, Bertrand, là, qui écrivent pour être publiés dans une maison d'édition sur support papier, puis des archives donc qui sont passées du papier au numérique, mais on publie encore sur support papier. Mais tout ce qu'on fait au laboratoire NT2, puis tous les travaux qu'on mène sur la culture numérique, bien, on s'intéresse à des objets pour lesquels les archives sont quand même relativement rares. Et ça aussi, ça pose un problème pour les chercheurs que nous sommes, mais aussi au niveau de l'archivage de ces travaux-là. Bertrand, je suis certaine que tu as... Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, l'espèce de porte ouverte par Ghislain, en effet, toi et moi, on y entre. En fait, j'ai le goût quand on a créé, au moment de la première subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation, qui a permis la création du laboratoire NT2 et du répertoire des arts et des littératures hypermédiatiques qu'on a créé, l'argument était vraiment, on est capable encore de lire des romans du 19e siècle, mais on n'est pas capable de lire les premiers hypertextes de fiction du début des années 90. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment là une brisure, une fracture complète entre la capacité qu'on avait de maintenir intacte et pérenne une production littéraire papier versus les premiers balbutiements d'une culture numérique dans laquelle maintenant on est quand même profondément engagé. Les premiers balbutiements qui se faisaient directement sur ordinateur et qui même n'existaient que sur ordinateur et qui étaient soumis ces œuvres-là constamment à des renouvellements des systèmes d'exploitation, des versions du web, des versions des logiciels. Et on se retrouvait, par exemple, à la fin des années 90, début des années 2000, à être incapable de lire les premiers hypertextes de fiction qui avaient été créés à la fin des années 89, début des années 90. Dont Afternoon a Story, qui pendant quelques années n'était même pas le premier, n'était même pas disponible. Alors, et là, ça devenait intéressant de se dire, mais comment ferons-nous pour faire une histoire, une micro-histoire, si vous voulez, une histoire brève des pratiques contemporaines, si on n'est même pas capable, en fait, de maintenir intactes des œuvres. Alors, donc, une des premières choses qu'on a faites en constituant le répertoire, c'était d'identifier ces œuvres. Bon, c'est facile, il n'y en avait pas tant que ça en 2004-2005, et plus c'est étalé, plus évidemment la quantité est devenue phénoménale. Mais c'était de faire des fiches sur ces œuvres, de renvoyer à l'œuvre elle-même. On avait la possibilité de faire des fiches sur des œuvres qui renvoyaient directement aux œuvres par le biais d'un hyperlien. Donc ça, c'était quand même tout à fait fascinant. Mais on s'est vite rendu compte qu'il ne fallait pas juste d'abord, il fallait faire exister la ressource.
et la maintenir en existence, d'une part, et d'autre part, valoriser aussi cette ressource-là, parce que là, les gens ne connaissaient pas. On travaillait sur, pour mes collègues en littérature, on travaillait sur de l'air. On avait eu beaucoup d'argent pour travailler sur de l'air. Ça, c'est assez amusant. On leur a dit que l'air était quand même plus lourd que prévu. D'où le fait que des avions volent. C'est quand même assez extraordinaire. Je m'excuse de l'ironie. Et on a commencé en fait non seulement à développer un système de description de ces œuvres, parce que ça impliquait un vocabulaire, ça impliquait des ressources que jusqu'à ce moment-là, nous n'avions pas, mais aussi rendu compte que parfois les œuvres disparaissaient et qu'il fallait avoir des traces de ces œuvres-là. Alors, l'idée d'avoir d'immenses serveurs à l'université et puis de téléverser sur nos, ou télécharger plutôt sur nos serveurs les œuvres, on s'est rapidement rendu compte que c'était impraticable. On n'est pas Internet Archive. C'était impraticable, puis des œuvres devenaient de plus en plus complexes. Alors, ce qu'on a commencé à faire de façon vraiment un peu naïve, c'est de faire des navigations, prendre des captures d'écran et de faire des navigations filmées des œuvres en se disant que une vidéo, c'est quand même plus facile à conserver qu'une œuvre. Et donc, on a comme ça commencé à témoigner d'œuvres par le biais vraiment d'un expedient, de quelque chose qui était comme un simulacre de l'œuvre, mais qui était la seule façon de conserver des œuvres. Et maintenant, par exemple, à partir du moment où Flash, il y a quelques années maintenant, a été non seulement désavoué, mais on a arrêté d'avoir Flash, mais là maintenant, la seule façon d'avoir un certain nombre des œuvres qui sont répertoriées et qui parlent des années 2000 à 2010 ou 2010 à 2015, bien, c'est de passer. Ces œuvres-là ne sont plus disponibles. Il faut passer par nos navigations filmées. Alors, ce qu'on croyait être à peu près inutile est devenu hyper important simplement parce que Flash disparu, mais il y a à peu près 65% du répertoire qui, du coup, est devenu inaccessible, est devenu historique. D'où un peu ce que tu racontais. Et on a tous été confrontés, je reviens à ce que Ghislain disait, pas juste comme écrivain, oui, comme écrivain, mais aussi comme professeur. Donc, on écrit des essais, on est obligé d'écrire. Il y a des vieilles versions d'un document de Microsoft Word fait sur Apple avec une disquette d'un seul côté. Soudainement, devient, si on n'a pas l'enchaînement des ordinateurs et l'évolution en fait des lecteurs, parce qu'il y a un lecteur qui était capable de lire des disquettes de 3.5 d'un côté biface, puis un seul côté à double face. Mais on est pris à ne pas être capable de retrouver ça. D'ailleurs, c'est fascinant. Sur la côte ouest, Denny Grigger, l'ancienne directrice de ELO, de Electronic Literature Organization, elle a un laboratoire à l'Université de Vancouver, en Oregon, donc pas Vancouver, Colombie-Britannique, mais Vancouver, l'État d'Oregon. Eh bien, elle a un laboratoire, c'est un laboratoire d'archéologie des médias. Et en fait, elle se spécialise, elle a tous les Macintosh depuis le début et ils sont tous fonctionnels. Elle a d'ailleurs un technicien qui s'assure qu'ils soient tous en état de marche et ça lui permet en fait de lire les œuvres de la fin des années 80, du début des années 90 dans l'interface pour laquelle ils ont été créés. Mais, sauf qu'elle, c'est un travail de 20 ans, un peu fou qu'elle a aidé de gens qui disaient « Oh mon Dieu, hey, j'ai un vieux Macintosh, je te le refile. » Et puis elle a constitué comme ça, en fait, un parc. Non pas immobilier, mais un parc informatique, fait simplement des premiers Apple au tout dernier Macintosh. Et ça lui permet de rendre disponible, sans avoir à les remédiatiser, sans avoir à les reformater, de rendre disponible ces œuvres en fonction de leur interface, en fonction de l'écran, de la taille de l'écran, et ainsi de suite, qui avait été prévu initialement. Mais c'est aussi un travail d'édition critique, mais alors là, plutôt que d'archéologie critique des médias. On pourrait revenir. Christian, vas-y, Christine. Sinon... Non, désolé, continuez. Non, j'allais repartir sur une autre question, mais je peux vous laisser le soin de poser les questions. Je suis un vieux prof, je fais les questions et les réponses. Vous pouvez continuer à discuter, c'est d'autant plus intéressant ce rapport-là. Là. Mais pour la conservation de ces archives et de ces processus-là, c'est intéressant d'un peu réfléchir à comment on peut, puis ce phénomène-là d'enregistrer l'événement, en fait, l'expérience. Les navigations filmées, oui. C'est un peu comme ce qu'on fait pour les archives numériques là, de
ce qui est de l'art visuel en numérique, puis aussi là, les représentations théâtrales, ça fait penser à ça. Mais est-ce qu'il y aurait un meilleur moyen de conserver ce qui est numérique, puis ce qui, je pense peut-être, Ghislain, d'un point de vue archivistique, là, ça pose des défis, là, cette conservation-là là, de ce qui est numérique, puis ce qui n'est numérique, puis qui se transpose pas très bien dans les différentes versions. Là, le cœur du problème, c'est toujours la masse par rapport à ce qu'on veut privilégier, c'est-à-dire où on va donner les moyens. C'est-à-dire, est-ce que ça va être tel auteur qu'on va privilégier parce que ça place au niveau de la reconnaissance. Et là, on va engager le plus de moyens possible pour être sûr de pouvoir non seulement préserver ses archives, mais préserver l'intention de l'interaction de ces différents éléments de son archive. Ou sinon, on investit dans la masse, c'est-à-dire que je peux penser à un système, le nôtre de description, c'est l'application web Atom, mais on peut y greffer, Archimatica, c'est-à-dire qui permet donc la transformation des fichiers vers des formats qui sont pérennes. Donc, on peut assurer la pérennité. Mais on va assurer la pérennité, mais ça veut pas dire qu'on va assurer la pérennité de la performance que ces archives-là doivent avoir en bout de ligne. Donc, c'est crucial de savoir qu'est-ce qu'on veut privilégier. Est-ce qu'on veut privilégier l'artiste et son œuvre et dans tout ce que l'œuvre doit le permettre, parce qu'il s'il crée dans le numérique, il est sûr qu'il voudra aussi, il est probable, on peut en s'entendre, que dans le futur, l'artiste voudra aussi incorporer dans son œuvre toutes les possibilités de ce que l'algorithme, les hyperliens et autres interactions du monde numérique peuvent lui permettre. C'est des défis qui nous attendent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, au niveau des archivistiques, il y a beaucoup, on doit s'ouvrir vers d'autres disciplines pour pouvoir mieux penser ces moyens-là. Mais le cœur du problème va toujours rester, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire à 100% ce que l'archive avait comme intention d'être pour toutes les archives. Oui, puis ce rapport à l'intention, là, pour les archives littéraires, c'est d'autant plus important, je pense, dans ce qu'on essaye de faire, là, surtout dans vos recherches, Sophie et Bertrand, là aussi, là, ces intentions-là, puis ce processus d'écriture-là. On n'a pas de questions dans le clavardage. S'il y a des questions, on peut les prendre à n'importe quel moment. On va continuer de discuter, c'est certain, mais si un rappel... Moi, je reviendrai pendant qu'on attend les questions, moi, je reviendrai sur la question, sur la façon dont l'outil transforme la pratique, là, qui est quand même au cœur même des enjeux qui nous réunissent. Bon, évidemment, là, en fait, je pense moins à la partie chercheur qu'à la partie, par exemple, d'écrivain. Et je me rappelle, puis Sophie, tu étais là de toute façon, à la fin des années 2000, début des années 2010, c'est un moment où tout à coup, un ensemble important de jeunes auteurs ont commencé à pratiquer le blog littéraire. Donc, d'avoir des écrivains qui faisaient leur classe, non pas à la... Moi, je vous ai montré une page d'un vieux carnet, mais là, que ce soit des Daniel Grenier, des Alain Farah, même Geneviève Peterson, j'ai même une photo, je peux vous montrer les gens, c'est assez drôle, mais je le ferai tantôt. Les gens avaient commencé, en fait, à faire leur classe directement sur des blogs littéraires. Et avec évidemment cette question de, alors là, qu'est-ce qui est privé, alors on voit très bien que le privé et le public, cette question-là devient complètement, en fait, n'a même plus de raison d'être. Et c'est intéressant parce que la question qu'on se posait était, et ce que les plus conservateurs d'entre nous dans les départements littéraires, de littérature, d'études littéraires, disaient, mais quelle est la valeur de ces écrits-là? Quelle est la valeur d'un blog littéraire? Quelle est la valeur d'un texte écrit par un jeune auteur en 2011 ou en 2010 ou en 2009? Il n'a pas été lu par un éditeur, il n'a pas été corrigé, il n'a pas suivi le parcours du combattant, à savoir passer à travers la correction des preuves, et ainsi de suite. Donc, ça ne vaut rien, ce n'est rien.
Et c'était clair que pour cette jeune génération-là, ben, en fait, le blog, que ce soit, il y avait Blogspot, il y avait WordPress, bon, il y avait Spip et ainsi de suite, il y avait déjà un ensemble de content management system, donc de plateformes, de blogs, qui permettaient en fait une expression qui par ailleurs aurait existé, mais alors là, par le biais de fanzines, qui aurait existé par le biais de textes écrits, des photocopiés ou alors remis, les originaux remis à des amis pour des lectures. Donc, il y avait bel et bien, en fait, il y avait un atelier d'écrivain qui avait lieu directement en ligne. Et c'était totalement fascinant parce que ça disait, ben oui, l'outil change la pratique, mais surtout, il y a là bel et bien un outil qui permet l'écriture et non pas juste la diffusion, la communication de textes déjà écrits. Là, les gens écrivaient, bon, bien sûr, il pouvait y avoir des avant-textes, et ainsi de suite, là, mais les gens écrivaient directement pour mettre sur leur blog. Et il y a eu je fais des journées d'études pour discuter de ça. Et puis c'est fascinant comment il y avait des vieux profs qui venaient là, qui s'opposaient presque en fait à ce genre de pratique-là. Il y avait des jeunes comme Sophie qui étaient là, hein, puis moi, puis on était avec des jeunes, avec des étudiants d'études supérieures qui, pour eux, ben, c'était totalement logique que cette pratique-là, la pratique littéraire, migre du côté pas juste de son écran d'ordinateur, puis de son ordinateur, puis de son disque dur, mais migre aussi vers cet espace semi-privé, semi-public qu'est la publication en ligne. Et là aussi, ça vient poser la question, ça vient reposer la question de à quoi correspondent les archives littéraires, où se trouvent les archives littéraires, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie des archives littéraires? Et puis comment on segmente ou ne segmente-t-on pas la chose? J'ajouterais même, Bertrand, à ce que tu viens de dire, ce qui était fascinant, c'est que c'est la confusion que certains blogs de fiction venaient créer sur le web. Parce que quand tu publies, par exemple, un recueil de nouvelles, si tu écris recueil de nouvelles sur la page couverture ou si tu écris roman sur la page couverture, là, il y avait des jeunes auteurs qui expliquaient leur entreprise dès le départ. Je suis en train d'écrire de la fiction. Je ne sais pas là où ça va me mener, mais j'écris de la fiction et il y a plein de lecteurs qui, eux, prenaient ça, on va dire, en bon québécois, comme pour du cash. C'est la vérité, c'est la réalité. Et là, les jeunes auteurs se faisaient critiquer, se faisaient vraiment accusés sur la place publique de tenir un discours parfois dégradant. En tout cas, dans certains cas, là, c'est devenu un problème à un point tel qu'il y a un de ces jeunes auteurs-là, je me rappelle, j'avais travaillé sur son cas, il s'appelle Pierre-Marc Drouin. Pierre-Marc Drouin, aujourd'hui, il est scénariste, il écrit des scénarios de séries télé, puis des scénarios de films. À cette époque-là, il avait déjà publié un roman chez Québec Amérique, qui n'avait pas eu beaucoup de succès, qui s'intitulait quelque chose comme « Si la tendance se maintient ». C'est un roman inspiré un peu de la cause souverainiste dans les années 80, en fait, puis tout ce qui a mené au référendum de 95. Et là, il s'est dit, Québec-Amérique lui a dit, mais on aimerait que tu écrives un deuxième roman. Puis il se sentait comme pas prêt. Il s'est dit, mais je vais tester mes idées dans un blog. Et là, ça s'est mal terminé à un point tel qu'il a décidé de fermer abruptement son blog par rapport aux commentaires qu'il recevait et tout, alors que de son propre aveu, il disait justement que ce qui l'intéressait beaucoup, ce qui l'aurait beaucoup intéressé, ça aurait été de se nourrir des commentaires pour pouvoir améliorer finalement son roman. Mais ce à quoi ça a mené quand même, ça a mené à la publication d'un roman à partir des entrées de blog qu'il avait publiées, puis à partir aussi des commentaires qu'il avait pris soin de conserver. Et c'était dès lors possible de procéder à une étude de type génétique, finalement, du roman en question, parce que là, on avait ses traces. On avait des traces aussi dans les commentaires. Puis lui avait pris soin d'enregistrer tout ça. Puis après, bien là, quand il m'a donné accès à tout ça, j'ai bien vu que dans son roman, il avait récupéré beaucoup de son blog, mais beaucoup aussi des commentaires. Puis il y avait vraiment une circulation
aussi d'idées entre les blogueurs qui faisaient en sorte que ben, les blogs s'alimentaient les uns les autres, si bien que cette œuvre de fiction-là, ben, elle a été alimentée aussi par d'autres blogs qui étaient en périphérie de celui-là, mais qui s'inscrivaient dans un réseau semblable, si on veut. Donc, ça, c'est un exemple absolument fascinant. Ben, merci, Bertrand, de l'avoir rappelé, parce que ça, c'est... Ah oui, non, mais il y a eu un moment, mais pour moi, pour moi, c'est un moment charnière, ce moment où toute une série de jeunes auteurs, pas encore publiés d'ailleurs, commencent à écrire sur le web et à investir et à s'entrelire. Et vraiment, il y avait une communauté littéraire, des communautés, des micro-communautés littéraires qui se constituaient. Et qui, si on est pour faire une archéologie, une histoire des pratiques, doit passer aussi par comment est-ce que des micro-communautés se sont constituées et constituant de ce fait de nouvelles archives littéraires, mais sur un tout autre mode. Et là, on n'a pas du papier avec lequel on peut facilement travailler, malgré la complexité qu'il peut y avoir. Mais voilà, donc, tu es plutôt au contraire des entrées. Et bien sûr, maintenant, la plupart de ces blogs-là ont été fermés, les plateformes ont fermé. Là, la seule façon de retrouver cela, c'est par le biais de Internet Archives et ainsi de suite. Je vais, puisque j'ai dit que j'allais la montrer, je vais vous la montrer. Alors, ça, on a fait une journée d'études. Alors, donc, vous avez ici, là, donc, ça s'intitule « Le blog littéraire, nouvel atelier de l'écrivain ». Et puis, juste pour vous faire rire un peu, mais vous allez voir, ça devient symptomatique parce qu'évidemment, les profs nous disaient, ben, j'étais prof là, à l'époque, la question n'était pas. Les vieux de la vieille nous disaient, ben voyons, donc, il n'y a aucune valeur. Là, c'est juste des jeunes qui s'amusent. Alors maintenant, je vous donne les noms, alors vous allez les voir. Donc, on retrouve bien sûr Sophie Marcotte, juste là. On retrouve Daniel Grenier, qui est rendu à son 3e roman, Geneviève Peterson, hein, l'auteur de la déesse des mouches à feu, Alain Farah, qui vient de sortir son 3e roman, André Carpentier, Benoît Bordelot, qui en est rendu à son 2e, mais aussi Amélie Paquet, Simon Brousseau, bon, moi aussi je suis dans le coin, Hélène Guy, Benoît Melançon, Alice Van Der Klee. Alors, c'est juste pour vous montrer que ben là, on est en 2011, le 2012, 27 janvier 2012, ça se préparait depuis l'automne. Et puis, là, en fait, on essaie de saisir de ce phénomène qu'est les blogs littéraires, c'est-à-dire l'utilisation à des fins littéraires d'une plateforme faite pour diffuser des textes en ordre antéchronologique, et ainsi de suite. Là, il y avait là comme une autre façon d'écrire, mais quand même qui permettait une expression littéraire de ça. Alors, on en est encore là. C'est un peu malheureusement à cause de la force des réseaux sociaux, ça s'est un peu perdu. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon. Ça s'est perdu. Et à la place, on a le droit maintenant, en fait, à des écrivains qui s'emparent de Facebook, qui s'emparent les Instapoètes sur Instagram. Sur Facebook, les gens qui détournent Facebook, qui réussissent malgré tout à détourner Facebook avec des pseudos, même si on n'a plus le droit de le faire, et ainsi de suite. Donc, il y aura toujours, en fait, des pratiques littéraires qui vont se dérouler, se développer. Et qui vont poser la question par la suite de savoir, surtout si on veut témoigner d'une période, ben comment on garde ça? Est-ce que ça reste ou ça ne reste pas, Ghislain? Oui, ben c'est ça. C'est vraiment une question qui m'est venue à l'esprit dans les dernières semaines. L'archive, les archives, les archivistes dans nos formations, on est très liés à l'État, on est très liés à une institution. Ici même au CRCCF, on est vraiment lié à une institution, on s'inscrit dans la mission de l'université. Aussi, on a dans nos fonds d'archives les fonds d'éditeurs qui, eux, sont aussi supportés par l'État, par des subventions et autres. Donc, on est vraiment institutionnalisé et est-ce qu'on est à même de pouvoir justement capturer tout ce qui se produit au niveau littéraire qui, eux, s'inscrivent pas dans le continuum assez commun, c'est-à-dire donc un manuscrit sous un éditeur, etc. Puis ce manuscrit-là a été produit par un écrivain. Mais comment on va arriver à capturer ces moments-là qui, eux, contribuent nécessairement à la culture numérique, mais aussi à la culture littéraire? Comment capturer ces moments-là? C'est une question qui est ouverte que je ne peux absolument pas répondre. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on sait que où on s'en va à l'heure actuelle, l'identification à l'État est beaucoup moindre qu'à une autre époque et que les institutions n'ont pas du tout le même impact qu'ils ont déjà eu. Et que, donc, je reviens à ma question, est-ce qu'on va arriver à capturer ces moments-là? C'est une question qui est tout à fait ouverte, là.
Il y a un autre élément, je pense, qui est un autre paradoxe auquel je pense depuis tantôt en écoutant tout le monde parler. On a peu évoqué, on a beaucoup parlé donc des archives numériques, mais moins un peu, je l'ai fait un petit peu au début, mais tu sais, de la mise en valeur finalement des archives sur le numérique. Puis le paradoxe, c'est qu'en fait, c'est un petit peu la dernière question qu'il y avait sur votre document, qui disait est-ce que ça permet le numérique de diffuser plus facilement les archives littéraires? La réponse, c'est non. Parce qu'en fait, ça prend une équipe, ça prend des gens qui connaissent l'informatique, ça prend des fonds, mais ça prend des subventions énormes pour être capable de procéder à cette mise en valeur-là. Si je veux préparer une édition critique ou une édition génétique, là, je ne suis même pas obligée d'avoir une subvention. Je peux prendre ma voiture, je peux aller aux archives à Ottawa, je peux fouiller dans mes archives, je peux prendre les renseignements dont j'ai besoin, je fais mes photocopies, bon, j'obtiens les autorisations, je reviens dans mon petit atelier à moi, dans mon bureau à moi, puis mon édition critique, je peux la préparer toute seule. Mais tu sais, l'édition électronique des manuscrits de Gabriel Leroy, moi toute seule, ce n'était pas possible. Donc, est-ce que ça se fait plus facilement? Non. Est-ce que ça donne un résultat qui permet une mise en valeur accrue, une mise en valeur, une valeur ajoutée? Oui. Mais on a tendance à oublier tout ce travail monumental qui se cache derrière cette mise en valeur-là. C'est Bertrand pourra en témoigner, c'est son équipe au NT2 avec laquelle j'ai travaillé. Bien, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu qu'on aille du côté de la Text Encoding Initiative, qu'on réinvente des balises parce qu'il n'y avait pas toutes les balises dont on avait besoin pour témoigner de la matérialité des manuscrits de Gabriel Leroy. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû inventer des nouvelles balises pour la transcription des textes. Il y avait plein de considérations ou de problèmes que je ne pouvais pas résoudre toute seule, moi, petite littéraire, avec un doctorat en littérature, pas du tout en informatique. Et on a donc besoin d'une équipe pour procéder à tout ça. Puis toutes les entreprises qu'on a menées, qui ont été menées au NT2 et tout, c'est le résultat du travail d'une équipe. Il n'y a pas d'entreprise individuelle là-dedans parce que cette mise en valeur via le numérique, bien, elle exige une multidisciplinarité ou une interdisciplinarité que finalement, les études littéraires elles-mêmes, dont les études littéraires n'avaient pas nécessairement besoin au départ. Donc, ça, ce sont des considérations quand même dont il faut tenir compte dans la réponse à cette question-là, je pense. Je me tais. Bertrand, vous vouliez ajouter? Ben, en fait, j'ai même le goût de dire, c'est qu'après tout ce travail-là, là, il y a comment maintenir le site web, comment maintenir le projet, le maintenir en fonction des nouveaux paramètres. Et même là, donc ça veut dire qu'il faut pas juste avoir l'argent pour développer le projet puis le mettre en ligne. Il faut après ça avoir l'argent pour le maintenir tel quel sur une durée, même pas une longue durée, là, sur une moyenne durée, parce que dès que la plateforme évolue, ben, il faut que ça évolue. Si on ne maintient pas un développement pour s'assurer de la sécurité du site, ben alors là, le site, il y a des failles en termes de sécurité. Les serveurs de l'université peuvent être attaqués. Non, c'est vraiment, là, en plus, le bouquin, une fois, à la blague, le bouquin, une fois fini, ben, il peut bien aller. Il est dans la bibliothèque, puis on peut le sortir puis le lire. Là, les pages, à moins d'avoir acheté un livre de poche des années 50, là, puis là, tout se défait. Mais le site web, lui, après 8 ans, il faut le fossiliser ou encore il disparaît. Donc, tout ça, en plus, est soumis, en fait, à des impératifs technico-économiques auxquels on ne s'attend absolument pas. Puis, en fait, on crée une autre archive qui va devoir être archivée, là. L'archive de l'archive. Il faut archiver l'archive de l'archive. Ça finit par un grand cercle vicieux d'archivage. Non, c'est des questions qui sont très complexes, puis je ne pense pas qu'on trouvera toutes les réponses aux phénomènes
littéraire au numérique ce soir, mais c'est très, très intéressant. Je vais donner la chance peut-être au public s'il y a une question qui vient du public, on pourrait peut-être offrir cette occasion-là, soit en levant la main, soit par Lucie. Oui, j'aimerais remercier les trois panélistes et toi, Christine, pour cette table ronde qui était vraiment très, très intéressante. Ma question vient plutôt de mes propres recherches dans les fonds d'archives d'écrivains. Et j'ai noté que les écrivains fonctionnent de façon assez différente, du moins ceux sur lesquels j'ai travaillé. Certains impriment tout, d'autres n'impriment rien. Et ça crée un défi supplémentaire pour le chercheur parce que c'est beaucoup plus facile quand tout est imprimé. Est-ce que le fait d'être au numérique, d'écrire en ligne, moi je ne regarde rien, je ne regarde pas les différentes versions, je travaille tout le temps sur la même copie, etc. Donc, mes archives sont extrêmement pauvres. Mais est-ce que le fait d'être tout imprimé, de conserver, témoigne d'une conscience plus grande chez certains écrivains de conserver pour la postérité, ou une conscience plus grande peut-être de leur propre valeur en tant qu'écrivain, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a des pratiques extrêmement variées. Et est-ce que le fait d'imprimer ne contrevient pas, parce que je sais, tantôt disait, il faut garder dans l'esprit dans lequel c'est été créé, mais en imprimant, est-ce qu'on ne contrevient pas à cet esprit-là? J'ai levé ma main parce que j'ai un cas qui m'est venu à l'esprit en t'écoutant. C'est celui de Louise Dupré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les archives de Louise Dupré. C'est absolument fascinant parce que ça, c'est vraiment un cas hybride. Louise Dupré, par exemple, pour son roman « La Voie lactée » qui a été publié au début des années 2000, donc là, ça faisait quand même longtemps que le traitement de texte était présent. Il y a des versions manuscrites et elle a imprimé chacune des versions, je dirais tapuscrites, là, chacune des versions qu'elle a tapées à l'ordinateur. Elle a conservé chacune des versions différentes et ensuite, elle a conservé non seulement ces versions-là, mais elle a conservé les versions annotées par l'éditeur, les versions qu'elle a ensuite annotées de nouveau. Ça fait un dossier génétique monstrueux, mais un dossier hybride. Et à la toute fin, ben, il y a le jeu d'épreuves et il y a ses notes sur les jeux d'épreuves, les autres corrections de l'éditeur sur le jeu d'épreuves et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les 2 éditions du roman dans le dossier d'archives. La première édition qu'elle a évidemment annotée parce qu'elle a voulu des changements pour l'édition de poche. Donc, c'est annoté de sa main. Et il y a la version définitive, si on veut, qu'elle a aussi annotée parce qu'elle a encore trouvé des petits détails dans son... Ça, c'est un des cas fascinants parce que c'est ça, c'est vraiment un cas hybride. Donc, manuscrit, il y a même des taches de café. À un certain moment, dans un des États, il y a son horaire d'enseignement à l'UQAM. Donc, automne 2001. Et là, il y a les cours qu'elle est censée donner qui sont comme d'un côté, puis de l'autre côté, il y a le développement du roman. Fait que ça m'a fait penser à ça, ta question. Tu sais, vraiment, le cas de quelqu'un qui a une conscience, qui a conscience que le numérique ou que les documents informatiques sont peut-être volatiles un peu, puis qui décide de tout imprimer pour s'assurer de conserver, mais de manière exhaustive, vraiment tout ce qui a mené à la version finale, même si les fichiers électroniques existent. C'est la même chose, je pense, dans le fond de Daniel Péloquin. Il y a beaucoup imprimé de versions et beaucoup de choses sont annotées, même si, je ne sais pas dans son cas si on a la version électronique comme telle, mais en tout cas, il imprime tout, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait une thèse en histoire, donc en histoire littéraire, et donc qui a travaillé dans des fonds d'archives. Donc, qui a une certaine conscience, peut-être chez les écrivains et chercheurs. Je me demande, Bertrand, est-ce que toi, tu imprimes? Ouais,
Moi, ça commence à être pas mal hybride. J'imprimais beaucoup au début et de moins en moins maintenant. Donc, en fait, je vais vers un appauvrissement graduel de mes archives au fur et à mesure que enfin, maintenant, j'imprime, je corrige, mais je finis par jeter parce que d'abord, mes archives, comment dire, pas mes archives, le foutoir qu'était l'ensemble de mes dossiers, il était tellement grand que d'un déménagement à l'autre, j'ai fini par me débarrasser d'un certain nombre de choses. Et donc, il y a des romans pour lesquels j'ai des états assez, les failles notamment, j'ai quand même 3-4 états compte tenu de l'ensemble du travail qui a été fait. Mais pour d'autres romans, j'ai comme pas du tout conservé, là, ou à peine. Là. Par contre, j'ai des états sur mon ordinateur. J'ai tendance à, quand il y a des versions complètes, quand il y a des versions importantes qui sont faites d'un texte, je sauvegarde autrement le document. J'ai un nouveau titre ou un développement, là, V2, V3, V4, V4.5, V6, V7, V8. Là, bon. Ça, je vais faire ça, oui. Donc, on peut conserver ça sur son ordinateur et ça prend moins de place que tout imprimer et puis de conserver des. En plus, ça finit par sentir le vieux papier, la boîte. Oui, c'est un peu comme nos bibliothèques qui s'approvisent parce qu'on achète les livres en numérique parce qu'on vient à un moment donné où il n'y a plus de place sur nos murs pour mettre de nouvelles Exact. bibliothèques. Mais c'est clair que c'est en train de changer et qu'en effet, les outils qui ont été développés au cours surtout du 20e siècle, la deuxième moitié du 20e siècle, en termes d'édition critique et de développement du travail, ben, ça s'était fait avant, mais quand même, il y a eu quand même presque une espèce il y a une véritable économie de l'édition critique qui s'est mise en place, surtout en France. Mais ça, on voit très bien maintenant, avec les nouveaux écrivains, que ça sera difficile de procéder de la même façon et que les outils vont devoir changer. Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'il y a beaucoup qui va dépendre de... il faut aussi se poser la question, est-ce que les écrivains comme toi, est-ce que les écrivains seront encore intéressés à déposer légalement leurs archives dans les institutions? Tu sais, toi, est-ce que dans ton testament, par exemple, tu décides de léguer tes archives à la Bibliothèque nationale du Québec? On avait posé la question dans un colloque sur les archives, ça fait quand même un moment, là, en 2007, à l'époque où le groupe IRMA existait, Initiative de recherche interuniversitaire sur les manuscrits et les archives. On avait posé la question, entre autres, à Pierre Neveu, qui a publié énormément de recueils de poésie et d'essais. On lui avait demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec vos archives? Puis quand on lui a parlé d'un dépôt légal d'archives électroniques, il n'était pas du tout certain qu'il voulait aller de ce côté-là. Alors, ça, c'est aussi une question intéressante. C'est bon, qu'est-ce qui va nous rester en termes d'archives dans les institutions publiques? Parce que, bon, est-ce que les écrivains vont être enclins à déposer un fonds électronique? Cette dernière, je vais finir dans une dernière question par rapport à ça. Ça revient peut-être à cette éclosion-là du public-privé là, dont Bertrand parlait plus tôt. Ce rapport-là aux archives, puis à vouloir conserver pour la pérennité de nos archives versus ce qu'on a publié, tout ce qu'on a écrit, ça peut être très, très privé, puis plus difficile d'effacer tout ce qu'on a publié dans ce rapport-là. Donc, peut-être que les écrivains, comme tous les producteurs d'archives, sont un peu plus conscients de cette production complète-là, puis avec bien plus que quelques manuscrits là, sur nos serveurs, puis nos disques durs. C'est peut-être là-dedans. Je ne sais pas si ça a un impact là, sur ce qu'on voit dans les centres d'archives, par exemple, ou chez les auteurs là, qui produisent, si leur rapport à la conservation des archives est plus marqué ou si c'est quelque chose qui tend à diminuer parce que tout est plus éphémère dans le... Bien, il y a quand même une crainte du numérique chez certains. Je pense aussi qu'il y a quand même une part de ça qui est générationnelle, mais il y a une crainte du numérique, une crainte que parce que c'est sur support numérique, il y a un risque de diffusion
qui n'existaient pas quand on soumettait des versions papier. Puis c'était plus facile, de penser qu'un embargo qui était mis sur un certain ensemble de manuscrits allait être respecté quand c'est dans des dossiers papier, dans des voûtes fermées, alors qu'il y en a beaucoup qui ont cette conception du numérique selon laquelle c'est accessible, c'est facile à copier, c'est facile de faire circuler. Tu sais, je vous dirais qu'au moment où a été évoquée la possibilité de procéder à une édition électronique des manuscrits de Gabriel Leroy, et le Fonds Gabriel Leroy, au sein du Fonds Gabriel Leroy, il y avait Gilles Marcotte à l'époque, pas du tout parent avec moi, mais que je respectais énormément. Mais Gilles Marcotte voulait refuser ma demande parce qu'il a dit, mais on ne peut pas mettre Gabriel Leroy sur Internet. Franchement, tout le monde va copier l'œuvre de Gabriel Leroy, puis tout le monde va... Donc, ça se déplace aussi vers la conception de l'archive numérique, tu sais. C'est comme, est-ce que ça va être aussi protégé, tu sais, si je soumets des archives numériques que par exemple, si j'envoie 20 mètres de documents textuels puis de quelle façon ça va être traité. Tu sais, moi, je ne suis pas archiviste, peut-être que Ghislain pourrait ajouter quelque chose là-dessus. Mais tu sais, comment ça va être traité par les archivistes? Puis après, mais comment tout ça va être reconfiguré, va être réorganisé par l'archiviste? C'est une question qui est vraiment c'est intéressant, puis je ne voudrais pas donner d'exemple précis, mais je peux dire qu'effectivement, le rapport à l'archive électronique fait en sorte que c'est disponible. Je ne peux pas la cacher. Il faut que je l'encode, il faut que je dise, faut que je mette tout un processus en place. Puis il n'est pas sûr que mon institution puisse me permettre de le faire. Et c'est sûr que beaucoup de gens, nous tous, on sait que ma signature électronique se promène. Là. Maintenant, il y aurait quelqu'un qui pourrait le limiter. Là. Simplement, là, c'est un exemple très simple, mais effectivement, le rapport à l'archive électronique, tant que la confidentialité n'est plus le même, ça, c'est clair. C'est clair. Et souvent, on peut dire, et je ne vais pas nommer d'exemple précis, mais des fois, l'archive électronique arrive avant même que les ayants droit aient eu le temps de regarder, parce qu'on veut sauvegarder l'archive avant même de penser à l'ayant droit qui, lui, devrait avoir un regard sur ce qui est prêt à verser, puis de mettre les embargos nécessaires avant de les verser. C'est un enjeu qui est effectivement très contemporain. Probablement pour les archives littéraires, il y a toute la question de droit d'auteur qu'on ne touchera pas ce soir parce que c'est une autre question complètement. Donc, je pense que, à moins qu'il y ait d'autres questions qui proviennent du public, j'aimerais vous remercier. C'était très, très intéressant. Une très belle conversation. Je suis certaine qu'on aura d'autres belles conversations dans le futur sur l'avenir des archives à l'ère du numérique. Il y a encore plusieurs défis à relever, surtout en termes de financement, d'entreposage, de sécurité. On a évoqué plusieurs défis qui restent encore sans solution. Donc, j'aimerais vous remercier de ma part, de la part du CRCCF, d'avoir participé ce soir. Merci aussi aux gens qui se sont déplacés virtuellement pour assister. Merci. Merci à toi. Merci, Christine. Merci à toi, Christine, d'avoir animé cette table ronde. Merci aux participants aussi d'avoir été si généreux de votre temps, Ghislain, Sophie et Bertrand. J'aimerais juste rappeler que la table ronde a été enregistrée et sera disponible pour être visionnée sur la chaîne de balado du CRCCF. Donc, vous pourrez vous en servir dans vos cours, dans vos conférences. La chaîne balado est disponible sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Et vous y trouverez aussi tout l'ensemble de toutes nos conférences et tables rondes des 2 dernières années. Donc, merci et bonsoir à vous tous.